Bonjour à tous. Je vais vous présenter le dispositif Prior qui a été construit sur la région Pays de la Loire à l'initiative de Dominique Bonneau, de Christophe Verny, Yann Péréon sur le CHU de Nantes et aussi depuis le début d'associations de patients maladies rares à partir de ce constat d'une nécessité d'avoir une équipe plutôt à vocation médico-sociale pour accompagner les personnes au-delà du parcours de soins, mais sur toutes les autres dimensions du parcours de vie. Donc en 2009, la création de cette plateforme avec un soutien de l'ARS Pays de la Loire, et on a pu constituer une équipe avec des référents parcours sur le CHU d'Angers et le CHU de Nantes. En 2015, on a intégré les missions d'équipe relais handicap rare. Les équipes relais ont été développées dans le cadre du second schéma national pour les handicaps rares, porté par la CNSA. On retrouve ces équipes relais sur l'ensemble du territoire national, donc sur chacune des régions. On a une équipe relais handicap rare qui peut intervenir sur les situations. Le handicap rare, on ne regarde pas la prévalence de la maladie, mais vraiment c'est pour viser les combinaisons de troubles et de déficiences touchés par une personne. Dernière brique au dispositif Prior, en 2020, l'intégration des missions de la plateforme d'expertise maladies rares. Les plateformes d'expertise sont assez jeunes, ont été développées dans le cadre du plan national Maladies rares 3 de la DGOS. Donc voilà, un dispositif aujourd'hui assez conséquent sur la région Pays de la Loire. J'avance tout. Donc Prior, c'est quoi aujourd'hui? Deux grands champs d'action pour le dispositif. Le premier, venir en appui des familles et des personnes confrontées à des situations complexes. Il y a une maladie rare ou un handicap rare. Et un deuxième champ d'action, avoir une fonction ressource sur le territoire pour mieux faire connaître l'offre de soins, l'offre dans le champ du médico-social autour du handicap rare et développer un certain nombre de projets. On a une équipe pluridisciplinaire composée de 6 référentes de parcours adossées aux deux CHU de la région et de 4 chargés de mission qui composent l'ensemble de l'équipe pour répondre à l'ensemble des missions de Prior, de l'équipe relais et de la plateforme d'expertise. Tout le monde peut solliciter le dispositif, donc en premier lieu les personnes touchées par une maladie rare et leur entourage, les professionnels de tous bords, du soin, du médico-social, les professionnels institutionnels, les MDPH, et les associations de patients présents sur le territoire. Le dispositif intervient sans notification de la CDAPH, sans limite d'âge, sur l'ensemble de la région. Voilà, on a un guichet unique pour recueillir l'ensemble des demandes et on se réunit en staff une fois par semaine pour essayer d'apporter des éclairages à la situation. Quelques données d'activité. Depuis 2009, Prior est intervenu sur plus de 2000 situations individuelles. On a une file active moyenne de 160 personnes accompagnées par les référentes de parcours sur l'ensemble du territoire. On répond à la demande, à une demande initiale à un moment donné du parcours de vie, après un diagnostic, lors des phases de transition, pour essayer d'apporter des réponses. L'équipe de référentes de parcours peut aller au domicile du patient pour évaluer la situation et puis essayer de formuler des préconisations pour faciliter ces transitions. 72% des situations accompagnées, il y a une maladie rare de diagnostiquer. Dans le champ du handicap rare, il n'y a pas nécessairement besoin d'une maladie rare pour... en tout cas, tous les handicaps rares n'ont pas une maladie rare à l'origine du handicap. C'est notamment le cas pour les épilepsies sévères sur lesquelles on intervient pour un grand nombre de situations. On catégorise pour 62% des situations accompagnées un tableau complexe, des situations complexes de vie que je vais vous décrire après. Et environ 50% des situations étaient orientées par un service de soins et en premier lieu les services de génétique de la région. Il y a une vraie continuité entre le diagnostic, le parcours de soins, des centres de référence maladies rares et centres de compétences présents sur la région, et Prior qui va intervenir sur les autres aspects du domaine de vie. Dans nos modalités d'intervention, on essaye d'organiser des réunions de concertation pluri où dans le lieu de vie de la personne, ce n'est pas des RCP médicales, mais on essaye autour de la table de réunir les personnes qui peuvent éclairer la situation, donc l'expertise médicale quand c'est possible, les familles ou les proches aidants qui ont un savoir expérientiel autour de la situation
très fort, et puis les professionnels du médico-social ou de l'éducation nationale, en tout cas en fonction du champ d'intervention. Et c'est dans ce cadre où on arrive à élaborer un peu des hypothèses de travail sur les situations les plus complexes. En moyenne, sur une dizaine de situations, on mobilise les acteurs de la génétique, et en particulier sur le service de génétique sur le CHU d'Angers. Dans les autres activités de Prior, c'est l'organisation de colloques régionaux, de demi-journées de sensibilisation sur des thématiques et des maladies sur lesquelles nous, on est le plus sollicités ces dernières années, là, sur le CEL hypermobbing, 22Q11, autour des comportements problèmes, sur le syndrome Prader-Willi. Avec les missions là, plutôt de plateforme d'expertise, on a apporté un appui, on apporte un appui à certains projets innovants pour améliorer le parcours de soins, mais également le parcours de vie des personnes. Donc on pousse, on apporte un appui méthodo aux porteurs de projets sur la télémédecine, sur la formation, notamment un appui aussi à la construction de programmes ETP. On développe des communautés de pratique que je vais vous présenter juste après. On essaye de recueillir des témoignages, les témoignages de vie des personnes. Les savoirs expérientiels et les expériences de vie sont quand même un matériau précieux pour améliorer et puis donner des perspectives à des pairs. Un appui sur les appels à projets. On a été assez mobilisé là, ces derniers mois sur la campagne de labellisation pour les prochains centres de référence. Et une activité de communication et de veille qu'on a mis en place depuis peu avec un site internet, newsletter, réseaux sociaux. Une vignette pour vous montrer la complexité, en tout cas, des situations sur lesquelles, quand on sollicite Prior, dans les caractéristiques de ces situations, voilà, souvent des situations de très grande vulnérabilité, avec un isolement des familles, des ruptures dans le parcours de soins, dans le parcours scolaire, dans le parcours professionnel. Et finalement, on nous interpelle à ce moment-là, quand la situation est parfois de grande vulnérabilité. Des besoins très spécifiques sur l'ensemble des domaines de la vie, un niveau souvent de dépendance élevé sur le plan du handicap, une complexité administrative. Ça, c'est vraiment un point déterminant. Pratiquement sur chaque situation, on fait ce travail d'aide à l'ouverture de droits. Des aidants parfois démunis, les aidants professionnels ou non professionnels. On est de plus en plus interpellé par des équipes médico-sociales en difficulté face à une situation d'une personne présentant une maladie rare et présentant des troubles du comportement. Et ils ont besoin d'étayage de tiers pour essayer d'améliorer cet accompagnement, trouver d'autres solutions, penser des réorientations. Et on est confronté, comme tout le monde, à une rareté des solutions médico-sociales, notamment sur le territoire. Donc voilà un certain nombre d'éléments qui font qu'un grand nombre de situations pour lesquelles on est interpellé, il y a une complexité et qui nécessite pour intervenir vraiment de pouvoir avoir une complémentarité des savoirs et des expériences et des ressources présentes sur un territoire pour trouver des solutions à la complexité des situations. La force et caractéristique du dispositif, c'est vraiment son portage et cette triple culture même sanitaire, médico-sociale et association de patients qui sont là vraiment au cœur du projet Prior et dans la gouvernance où on retrouve les deux CHU de la région, un certain nombre d'établissements et services médico-sociaux et puis des associations de patients qui sont là depuis le début du projet. Notre capacité d'intervention aussi dépend aussi de notre autonomie, de notre dépendance, indépendance plutôt par rapport à nos porteurs. Quand on intervient sur les situations, il y a un rôle de médiation, de tiers qui est très important. Et donc d'avoir cette liberté d'innovation, d'agir par rapport aux porteurs, c'est un élément assez crucial pour un dispositif de coordination pour qu'il puisse fonctionner sur un territoire. Sa neutralité, on ne fait pas de soins, on n'est pas porteur d'une offre médico-sociale et on vient nous chercher aussi sur cette neutralité, cette capacité à faire réseau entre le médico-social et le sanitaire. Notre capacité de traduction, on l'a vu, on parle tous de langages différents. Dans le champ du médico-social, on a énormément d'acronymes, on l'a vu sur la petite vidéo humoristique tout à l'heure. Dans le champ du sanitaire et du soin, il y a aussi un langage.
Pour trouver des solutions sur les situations les plus complexes, il faut réussir à avoir une vision collective et objective des besoins de la personne. Donc on intervient souvent sur ce travail de traduction pour que les gens se comprennent. Il y a souvent une scission quand même entre le médico-social et le sanitaire. Et cette présence à l'intérieur des CHU nous permet de faire des ponts entre ces différents secteurs. Et on mobilise beaucoup le savoir expérientiel des associations de famille et des personnes elles-mêmes. Là, c'est un terreau qui est énorme pour penser les interventions, et les mobilise dans différents contextes. Des concertations de situations individuelles, où on va mobiliser une association si elle est présente pour intervenir lors de ces concertations, pour apporter un éclairage et faire part de leur expérience. Dans le cadre de l'éducation thérapeutique du patient, des communautés de pratique, de formation, sensibilisation. Voilà. En tout cas, c'est un champ, un matériau sur le terrain qu'on utilise le plus souvent possible. On porte aussi depuis quelques années des projets de communauté de pratique. Alors une communauté de pratique, c'est un espace qui regroupe des personnes qui se rassemblent afin de partager et d'apprendre les unes des autres, face à face ou virtuellement, autour d'un intérêt commun. Ça a été conceptualisé comme ça par Etienne Wenger, un sociologue, en 2005. Nous, les COP que l'on développe sur le territoire et que d'autres équipes relais ou d'autres plateformes développent au niveau national, elles visent... Elle propose trois champs d'activité. Déjà, c'est un espace ressources. On met à disposition des connaissances et des ressources via site web, etc., de l'information un peu plus descendante qu'on peut retrouver habituellement sur des parcours de formation ou autres. C'est des lieux d'échange aussi pour se faire rencontrer les personnes autour de groupes d'échange de pratiques où là, à chaque fois, on essaye d'avoir ce triptyque professionnel du sanitaire, du médico-social et famille, voire les institutionnels. Donc des lieux d'échange pour échanger sur des vignettes complexes, etc. Et un lieu de création pour porter aussi des projets. Il y a un certain nombre de projets qui sont portés dans le cadre des communautés de pratique, des groupes de travail qui se réunissent pour construire une mallette pédagogique ou un travail de cartographie, etc. Les COP que l'on pousse, elles n'ont pas vocation à résoudre des situations individuelles. Les situations individuelles et les thématiques, les complexités traversées par les personnes sont terreaux qui alimentent les communautés de pratique, mais ça n'a pas vocation à répondre spécifiquement à une situation individuelle. C'est des espaces qui sont ouverts et gratuits à tous. On peut intégrer une COP à un moment donné puis en sortir. Il n'y a pas un engagement signé avec un contrat où on s'engage à tant d'années à participer à une COP. Voilà, donc on essaye de pousser ces communautés de pratique sur le territoire. Il y en a un certain nombre qui existent. Une COP épilepsie handicap qui, sur Bretagne, Pays de la Loire, et il y a d'autres régions qui portent aussi ce projet en Occitanie, en Grand Est. On a une COP sur la surdicécité, Bretagne, Pays de la Loire, sur le syndrome de Prader-Willi, Bretagne, Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, sur la maladie d'Huntington en Bretagne, et puis un réseau national Brain Team aussi, qui est une forme de communauté de pratique autour du médico-social, qui est portée par Isabelle Momy. Une COP situation complexe de handicap sur la région Pays de la Loire qu'on porte avec le Centre Ressources Autisme et le CREPSI, aussi sur la communication alternative et améliorée. En tout cas, voilà. Dans le modèle de communauté de pratique que je vous ai présenté, il y a un certain nombre d'équipes relais qui poussent sur ces projets, voilà, qui rencontrent leur succès. Quelques exemples de production des communautés de pratique, alors des cartographies de dispositifs de coordination. Là, on a lancé ça récemment. Dans le champ du médico-social, il y a une offre très morcelée et qui bouge beaucoup, donc pour essayer d'avoir une meilleure connaissance des dispositifs qui existent, des webinaires, une plateforme web où on va mettre de l'information, de la création de mallettes pédagogiques, et puis des groupes d'échange de pratiques en utilisant des méthodes d'animation un peu différentes, soit du co-développement ou du théâtre participatif. Voilà un peu les modes d'action et production d'une communauté de pratique sur le territoire. Je vous repasse la parole. On a tous en tête la médecine personnalisée, mais juste un tout petit bémol, c'est que la médecine personnalisée, qui est évidemment un énorme progrès, est en fait
ce n'est pas une médecine centrée sur la personne, mais un ajustement au mieux du traitement de sa maladie, ce qui est déjà un progrès gigantesque. Et la génétique participe vraiment à ce progrès. Mais on est dans le soin, de façon à avoir le traitement médicamenteux le plus souvent, le plus adapté à la personne. Mais ce n'est pas une médecine centrée sur la personne. Juste un petit clin d'œil dans le cadre de notre FHU, et puis également pour un message un peu plus général pour la salle. On est tous partants pour la génomique, la transcriptomique, la protéomique, la métabolomique, mais dans le cadre de la FHU, on en a rajouté une 5e, qui est la personnomique, c'est-à-dire en fait prendre l'axe 2 de la FHU dont parlait Nolwenn tout à l'heure. C'est ça, c'est essayer d'avoir une vue globale de la personne avec sa maladie et avec son environnement. Et juste cette photo que je trouve magnifique et que j'ai toujours eue dans mon bureau depuis que j'ai commencé la génétique, c'est une photo d'une photographe qui est maintenant disparue, qui s'appelle Martine Franck, qui a été prise à Clamart, à la bibliothèque de Clamart. Et donc, quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, voilà, c'est la double hélice, c'est l'ADN, ok, mais derrière l'ADN, il y a des enfants. Alors, en l'occurrence, à l'époque, j'étais pédiatre, il y a des personnes. C'est ça le message d'aujourd'hui. Et voilà l'équipe Prior, équipe relais, pratiquement au complet. Et donc, vous voyez qu'on n'a pas échappé à la règle, il y a pratiquement que des filles, et c'est les mecs qui parlent, c'est Mathieu et moi. Et donc, je vous remercie de votre attention. Et je ne sais pas si on a le temps pour quelques questions. Nolwenn, t'es où? Viens te gérer. Est-ce que vous avez des questions? À Mathieu surtout. Je vais commencer. Peut-être pas tant des questions, mais pour souligner une chose, c'est l'importance du travail fait pour combler ce fossé existant depuis des années, tu l'as évoqué, entre le sanitaire et le médico-social. Le pire étant que et les uns et les autres ont beaucoup de reproches justifiés à faire à la partie, je dirais, adverse. Donc si on part de ce raisonnement-là, c'est la situation dans laquelle on était jusqu'à peu. Si on regarde tout ce qui nous sépare, et ce qui nous sépare est réel. Et quand on écoute ce que les personnes du monde sanitaire peuvent reprocher au médico-social, il faut reconnaître que c'est relativement juste et réciproquement. Mais si on s'arrête à ce constat, ça ne marche pas. Et c'est vraiment la volonté et le travail qui a été fait par Dominique, par Prior. Je vous rappelle que le bilan du PNMR2, la dernière paragraphe était « Il faut étendre à toute la France le modèle de cette plateforme Prior Maladies Rares ». Et c'est ce qui a été fait avec les équipes relais handicap rares. Donc tous ceux parmi vous qui ont des équipes relais handicap rares le doivent quelque part un petit peu à Dominique et à notre équipe. On n'est pas les seuls en France. Hein. Voilà. En Occitanie, David Geneviève, un modèle qui avait été développé par Pierre Sarda, qui était aussi, voilà. Donc, mais on est à Angers, on met Angers en avant. Et non, mais c'est vraiment quelque chose de très important à souligner dans le travail qui a été fait, et ce qui a permis que ce soit la même équipe qui prenne toutes ces fonctions-là, parce que c'est vraiment, je pense, là par contre, une de nos particularités, oui. C'est que quand il y a eu, étant donné qu'il y avait cette antériorité, quand il y a eu les équipes relais handicap rares qui venaient de la CNSA, finalement c'est une équipe qui était déjà impliquée dans le sanitaire, qui s'est investie alors qu'on était plutôt dans le champ du médico-social, et quand il y a eu les plateformes régionales, finalement, alors que c'était très sanitaire, c'est des gens très impliqués dans le médico-social qui ont pris la main. Et ça, vraiment, le fait de travailler au même endroit et de parler, que ce soit nos RCP professionnels, nous, de surspécialité, ou la même chose, finalement, les RCP dont vous avez pu entendre parler en médico-social et sanitaire sont essentiels. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'était le temps que les questions se préparent. Sylvie Audan, je crois, non? Oui, non, merci. Je voulais vous remercier effectivement les gens des Pays de Loire, parce que quand on a coordonné le plan Maladies Rares 3, on avait vraiment ça en tête, et effectivement on a copié votre modèle. Et
enfin nous en Bretagne, là, on essaye aussi d'intriquer beaucoup plus les différents dispositifs. Hein. C'est un peu le millefeuille en France, hein, entre tous les cycles que vous avez cités ce matin, le relais handicap rare, les plateformes, les DAC, etc. Et je pense que c'est vraiment intéressant que dans les régions, notamment les relais handicap rare et les plateformes d'expertise maladies rares, travaillent, si possible, même physiquement ensemble, hein, parce qu'on s'aperçoit justement que dans les handicaps complexes, les deux sont aussi importants. Et en Bretagne, c'est ce on a copié sur vous, hein, mais on a essayé de faire. Et l'exemple, c'est Nolwenn, par exemple, qui travaille dans notre centre de référence, et le médecin coordinateur du relais handicap rare. Et physiquement à Brest, sur l'antenne de Brest, les locaux sont ensemble. Je pense que c'est vraiment important. Et ça, ça paraît tout bête, hein, mais c'est un grand progrès que le sanitaire et le médico-social vraiment soient ensemble. Dans cette salle, on est tous des rarologues, mais une des devises de Prior, enfin en tout cas ce qu'on a mis en exergue à Prior, que c'est pas la rareté qui fait la gravité de la maladie, c'est la complexité qu'elle génère. Et je crois qu'il faut garder ça en tête. Et pour des situations complexes, plus on est de personnes à réfléchir aux solutions qu'on peut proposer, mieux c'est. D'autres questions? Autrement, on va arrêter. Eh bien, on va passer aux communications orales sélectionnées alors.